Gaspard était un homme de Valbrume, un de ces villages nichés si profondément dans les replis du Jura, que le soleil semblait hésiter avant de s'y aventurer. Sa vie était rythmée par le cycle immuable de la forêt, le craquement des branches sous ses bottes, l'odeur âcre de la résine de pin et le chant lointain de la hache sur le bois. Il connaissait chaque sentier comme les lignes de sa propre main, chaque murmure du vent, comme une vieille chanson. Pour lui, la terre N n'était pas une mer à vénérer, mais une carrière à exploiter. Sa routine était son royaume, et sa force, la seule loi qu'il reconnaissait dans le silence des bois. Il était un homme simple, fait du même bois dur et noueux que les arbres qu'il abattait. Les anciens du village parlaient à voix basse de gardiens, d'esprits liés aux plus vieux arbres, et de sentiers qu'il ne fallait jamais emprunter après le crépuscule. Ils racontaient des histoires de voyageurs égarés, de chuchotements anormaux portés par la bise, et d'une présence qui veillait, jalouse de son domaine. Gaspard écoutait ces récits avec un sourire en coin, les balayant d'un revers de main comme de la poussière sur ses vêtements de travail. Pour lui, ces légendes N étaient que des fables pour tenir les enfants à L, écart du danger et les esprits faibles dans la crainte. Sa hache était sa seule croyance, et le poids des pièces dans sa bourse était sa seule prière. Il ne voyait pas la magie, seulement le bois, et le bois, était de l'argent. Un jour, au plus profond d'une parcelle qu'on disait maudite, ses yeux se posèrent sur un chêne si ancien et si colossal, qu'il semblait soutenir la voûte céleste à lui seul. Ses branches étaient des bras tordus par les siècles, et son écorce, un visage ridé par mille hivers. Les villageois l'appelaient « le cœur de la forêt », un monument vivant qu'il était interdit de toucher, sous peine de réveiller un mal ancien. Mais Gaspard ne vit ni le sacré, ni l'histoire. Il vit des poutres pour une cathédrale, des meubles pour un roi, et surtout, une montagne d'or qui l'attendait. La cupidité brûla dans sa poitrine, un feu plus ardent et plus aveuglant que n'importe quelle superstition. Ignorant le silence soudain des oiseaux et le froid inhabituel qui semblait émaner du géant de bois, il prépara ses outils. Le sifflement de la pierre à aiguiser sur le métal de sa hache fut le seul son qui déchira le calme pesant de la clairière, une profanation sonore dans un sanctuaire de silence. Chaque geste était empreint d'un mépris tranquille pour les traditions qu'il jugeait absurdes. Il ne ressentait aucune peur, seulement l'impatience de l'artisan devant une œuvre à accomplir, une impatience teintée par la promesse d'un gain exceptionnel. Il cracha dans ses mains, empoigna fermement le manche de son outil et, sans une once d'hésitation, porta le premier coup. Le choc résonna comme un battement de cœur interrompu. Il travailla sans relâche, du lever du soleil jusqu'à ce que le crépuscule commence à peindre le ciel de teintes violettes et orangées. Les ombres s'allongèrent, étirant depuis la lisière des bois, comme des doigts faméliques cherchant à l'agripper. La forêt semblait retenir son souffle, observant en silence le sacrilège. Lorsque le dernier coup de hache retentit, le silence qui suivit fut absolu, surnaturel. L'arbre tomba dans un fracas titanesque, poussant un long gémissement qui ressembla étrangement à un cri de douleur humaine, une plainte qui fit vibrer la terre sous les pieds de Gaspard. Mais il n'y prêta aucune attention, sourd à tout, sauf au son imaginaire des pièces de monnaie. Le cœur gonflé d'orgueil, Gaspard contempla son ouvrage. Il avait défié les fantômes et les légendes, et il avait gagné. Il se sentait puissant, un roi dans son propre domaine, maître de la nature elle-même. La peur des autres haines était que la preuve de leur faiblesse. Il avait prouvé que la seule chose réelle dans cette forêt était la force de son bras et la détermination de son esprit. Il ramassa sa hache et ses affaires, le sourire aux lèvres, impatient de revenir le lendemain avec des chevaux pour emporter son trésor. Le sentier du retour était sombre, enveloppé par la nuit qui tombait rapidement, mais il ne craignait rien. Il connaissait ce chemin par cœur. Pourtant, alors qu'il s'enfonçait dans l'obscurité grandissante, il eut la sensation étrange que le chemin, lui, ne le reconnaissait plus. L'air était devenu plus froid, plus lourd, et le silence haine était plus paisible, mais menaçant. Il pressa le pas, une inquiétude nouvelle et irrationnelle s'insinuant en lui. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. Un son discret, presque imperceptible, un sifflement lointain, une note unique, aiguë et mélancolique, qui ne ressemblait à aucun chant d'oiseau nocturne, ni au murmure du vent dans les feuilles. Il s'arrêta, tendant l'oreille, mais le son avait disparu, laissant place à un silence encore plus profond. Il haussa les épaules, se disant que ce haine était que la fatigue qui jouait avec ses sens. Il ne savait pas encore que le son l'avait déjà marqué. La nuit suivante, alors que Gaspard
était barricadé derrière sa lourde porte en chêne, le son revint. Ce N était plus un écho lointain et mélancolique perdu dans la forêt, mais une note aiguë et perçante qui semblait glisser le long des murs extérieurs de sa maison, cherchant une fissure, une faille par laquelle s'infiltrer. Il colla son oreille contre le bois froid, le souffle court, essayant de localiser la source de ce sifflement inhumain. Mais le son était partout, et nulle part à la fois, une présence sonore, qui enveloppait sa demeure comme un linceul. Il tenta de se persuader que ce N était que le vent jouant un tour à ses nerfs fatigués. Mais au fond de lui, une certitude glaciale s'installait. Le vent ne suivait pas un homme jusqu'à sa porte, le vent ne semblait pas attendre. Avec le passage des jours, la menace changea de nature, devenant plus audacieuse, plus tangible. Le sifflement était désormais accompagné d'un autre bruit, un piétinement lourd et irrégulier, qui semblait faire le tour de la maison, encore et encore, dans un cycle sans fin. Des pas pesant sur la terre battue, le craquement occasionnel d'une brindille sous un poids considérable. Une nuit, armé d'un courage né du désespoir, Gaspard jeta un œil à travers un interstice des volets. Il ne vit d'abord que les formes familières de la nuit, mais alors qu'il allait se retirer, une silhouette attira son attention. Une masse sombre, plus noire que l'obscurité environnante, basse et trapue, qui se tenait immobile près de sa réserve de bois. Il cligna des yeux, et elle avait disparu. Ce N était plus une simple présence, était une chose qui l'observait. Bientôt, la frontière entre l'extérieur et l'intérieur s'effaça. Gaspard commença à entendre des bruits dans sa propre maison. Un grattement léger, comme des griffes sur le plancher du grenier juste au-dessus de sa tête. Le léger grincement d'une marche d'escalier alors qu'il était assis seul dans la pièce principale. Chaque ombre dans le coin de son œil devenait une silhouette potentielle, chaque courant d'air une présence glaciale. Le sommeil devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir, et épuisement commença à ronger sa raison. Il se surprit à parler seul, à se retourner brusquement dans des pièces vides, le cœur battant la chamade. La solitude, qui avait été sa forteresse, était devenue sa prison, car il comprenait que ces phénomènes ne se manifestaient que lorsqu'il n'y avait aucun témoin. Il réalisait qu'il était plus seul. La terreur atteignit son paroxysme une semaine après l'abattage du chêne. Allongé dans son lit, les yeux grands ouverts dans le noir, il sentit un changement soudain dans l'atmosphère de la chambre. Un froid intense, mordant, s'installa près de son lit, si glacial qu'il pouvait voir la buée de son propre souffle. Il était pétrifié, chaque muscle de son corps refusant d'obéir, son esprit hurlant en silence. C'est alors qu'il entendit le grondement. Ce N n'était pas le grognement d'un loup ou d'un ours. Était un son guttural, profond, qui semblait vibrer depuis les entrailles de la terre, un son de pierre et de tombeau. Il résonna non pas dans la pièce, mais directement à côté de son oreille, accompagné d'un souffle fétide et glacial. Il savait maintenant, avec une certitude absolue, que la chose était entrée. Vaincu par une terreur qui ne lui laissait aucun répit, Gaspard, l'ombre de l'homme qu'il avait été, quitta la sécurité illusoire de sa maison à l'aube blafarde. Sa fierté, autrefois aussi dure que le cœur du chêne qu'il avait abattu, était réduite en cendres. Chaque craquement de branches sous ses pieds le faisait sursauter, chaque murmure du vent lui semblait porteur d'un grognement menaçant. Il ne se dirigeait pas vers la forêt pour récupérer son butin, mais vers la petite chaumière de Mémé Simone, la doyenne du village, celle dont il avait si souvent tourné les croyances en dérision. Ses jambes tremblantes le portèrent jusqu'à sa porte, et lorsqu'il frappa, le son de ses jointures contre le bois usé fut celui d'une capitulation totale face à un monde qu'il ne comprenait plus. Il était venu mendier un savoir qu'il avait jadis méprisé. La vieille femme l'accueillit sans un mot de surprise, comme si elle l'attendait. Assis dans la pénombre de la pièce unique, qui sentait la cire d'abeille et les herbes séchées, Gaspard déversa son histoire d'une voix brisée. Il raconta le sifflement inhumain qui avait marqué son âme, les pas lourds et invisibles qui hantaient ses nuits, la silhouette plus sombre que l'obscurité elle-même. Et enfin, le souffle glacial et le grondement de tombeau qui lui avait paralysé le cœur dans sa propre chambre. Mémé Simone écoutait, son visage ridé un masque de pierre, ses yeux sombres ne quittant jamais les siens. Elle ne posa aucune question, n'offrit aucun réconfort facile. Elle se contenta d'hocher la tête lentement, comme un juge confirmant une sentence attendue depuis longtemps, validant chaque détail de son récit cauchemardesque. Quand il eut fini, le silence s'installa, lourd et pesant. Puis, la voix de Simone rauque comme l'écorce d'un vieil arbre, le brisa. « Imbécile !
Tu n'as pas seulement abattu un arbre, tu as brisé un seau. Tu as réveillé le gardien. Ce qui te suit n'est pas une bête de chair et de sang. Tu as attiré sur tes pas le chien aveugle. Le nom résonna dans l'esprit de Gaspard avec la force d'un coup de hache, transformant sa peur informe en une terreur concrète et nommée. La vieille femme expliqua que cette créature N était pas un animal, mais un esprit de châtiment, une entité née de la douleur du premier arbre abattu par pure cupidité, une punition incarnée qui parcourait les sentiers oubliés pour traquer ceux dont l'avarice blessait la terre. Comprends bien Gaspard, poursuivit-elle en se penchant vers lui, son regard perçant. Il n'a pas d'yeux pour voir ton corps, mais il sent l'odeur de ta faute. Il ne chasse pas l'homme, il chasse l'orgueil qui brûle dans ton âme. C'est pourquoi tu ne peux ni le semer, ni le combattre. Ta force ne vaut rien contre lui, et ta fuite ne fait que l'amuser. Il est patient. Il se nourrira de ta peur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi, jusqu'à ce que ton esprit se brise. Il ne te tuera pas avec ses crocs, il te dévorera de l'intérieur. Il n'y a qu'un seul moyen d'apaiser sa traque, et ce n'est pas par la force, mais par l'humilité. Tu dois lui montrer que tu n'es plus une menace. La nuit venue, Gaspard quitta la lueur protectrice de son foyer, le cœur battant au rythme d'un tambour funèbre. Chaque pas qui le ramenait sur le sentier maudit était un acte de foi et de pure terreur. La forêt l'accueillit non pas avec le silence familier, mais avec une hostilité palpable, un poids dans l'air qui rendait chaque inspiration difficile. Il n'eut pas à attendre longtemps. Le piétinement reprit, non plus comme une poursuite lointaine, mais comme la marche d'un geôlier venant chercher son prisonnier. C était plus lourd, plus proche, chaque pas faisant vibrer le sol sous ses bottes usées. Il sentait la présence se matérialiser derrière lui, un vide froid et affamé qui semblait aspirer toute la chaleur du monde. Le moment était venu, il ne pouvait plus reculer. Le grondement qui suivit N était plus un murmure sourd, mais un tonnerre guttural qui résonnait directement dans sa cage thoracique, faisant trembler ses os. C était le son de la terre elle-même, enragée et blessée, qui s'exprimait à travers une gorge invisible. Gaspard sentit ses jambes vouloir céder, son esprit hurlait à la fuite, mais les paroles de Mémé Simone étaient gravées dans sa mémoire comme un fer rouge. « N'essaie pas de fuir, tu ne ferais que l'amuser. » Rassemblant les dernières bribes de son courage, il s'arrêta net au milieu du sentier. Le silence qui suivit fut pire que le bruit. Il savait, avec une certitude absolue, que la chose S était arrêtée juste derrière lui, si près qu'il aurait pu la toucher s'il avait osé se retourner. Le froid devint insoutenable, un gel surnaturel qui mordait sa peau à travers ses vêtements, comme le souffle d'une crypte ouverte. C était une présence définie non par la vue, mais par l'absence de toute chaleur et de tout son de vie. Lentement, avec des doigts si gourds et tremblants qu'il semblait appartenir à un autre homme, il commença à déboutonner sa veste. Chaque mouvement était une éternité, scruté par une malveillance invisible. Le grondement reprit, plus bas cette fois, un avertissement sifflant juste à côté de son oreille. Il ne devait pas échouer. Il retira la lourde veste de ses épaules, luttant contre l'envie de jeter un regard par-dessus son épaule, un regard qui, il le sentait, le condamnerait à la folie. Avec une concentration désespérée, il retourna le vêtement, le tissu rugueux frottant contre lui-même, dans un bruit assourdissant au milieu du silence pesant. C était le premier acte de soumission. Inverser son identité, montrer à l'esprit qu'il mène, était plus le prédateur arrogant, mais une âme perdue et confuse. Alors qu'il enfilait la veste à l'envers, les manches semblant l'agripper, des chuchotements commencèrent à élever autour de lui. Ce N n'étaient pas les murmures du vent, mais des voix articulées, qui sifflaient son nom, tordant les syllabes en une insulte, une moquerie. Il crut reconnaître la voix de son père, mort depuis longtemps, le traitant de lâche. C était un assaut psychologique, une tentative de briser sa volonté avant qu'il ne puisse achever le rituel. Il serra les dents, ignorant les fantômes auditifs qui dansaient à la périphérie de sa conscience. La deuxième étape. Il porta sa main droite à sa bouche, l'auriculaire tendu et tremblant comme une feuille. Le froid dans son dos s'intensifia, se transformant en une pression physique, comme si une patte massive et invisible se posait sur son épaule pour le maintenir en place. Un souffle fétide, une odeur de terre humide et de pourriture, effleura sa nuque, lui soulevant les cheveux. La créature était là, tangible, attendant de voir jusqu'où irait son obéissance. Il ferma les yeux, sentant les crocs fantômes se refermer sur sa gorge, et il se prépara à l'acte suivant, le sacrifice de la chair. Il mordit.
La douleur fut fulgurante, aiguë, et le goût métallique et chaud du sang qui emplit sa bouche fut un choc brutal, qui le ramena à la réalité. C était une offrande, une reconnaissance de sa propre mortalité, un tribut de douleur pour apaiser la douleur qu'il avait infligée. En réponse, le chien aveugle ne gronda pas. Il poussa un hurlement. Ce N n'était pas le cri d'un loup, ni d'aucune bête connue. C était une plainte déchirante et furieuse, un son qui semblait venir des profondeurs de la terre, un cri de rage et de souffrance qui fit taire les chuchotements et fit trembler les arbres jusqu'à leurs racines. Gaspard sentit ses genoux fléchir sous la puissance de cette explosion sonore, mais il tint bon. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Alors que l'aile, écho du hurlement S, éteignait, laissant derrière lui un silence encore plus profond et plus terrifiant, Gaspard commença à parler. Sa voix N était qu'un murmure fragile et cassé, une prière non pas aux cieux, mais à la terre qu'il avait profanée. Il ne demanda pas la pitié, il offrit son repentir. Il s'adressa à l'esprit du chêne, lui demandant pardon pour sa cupidité et son orgueil. Il parla au gardien, reconnaissant son droit et sa propre transgression. Chaque mot était une pierre qu'il retirait du mur de son arrogance, chaque phrase, un acte de reddition. Il ne cherchait pas à vaincre, mais à être pardonné, à montrer que l'homme qui avait porté le coup de hache n'existait plus. Il termina sa prière, les derniers mots se perdant dans le vide. Pendant un instant interminable, rien ne se passa. Le froid glacial, la pression sur son épaule, la présence suffocante, tout demeurait. Son cœur s'arrêta, persuadé d'avoir échoué. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la pression dans son dos disparut. Le froid mordant se dissipa, remplacé par la fraîcheur normale d'une nuit dans le Jura. Le silence absolu et prédateur fut brisé par le chant timide d'un grillon solitaire. Gaspard resta immobile, n'osant pas bouger, écoutant. Il n'entendit que le bruissement des feuilles et le battement effréné de son propre cœur. Il était seul. Le chien aveugle avait accepté son offrande et l'avait jugé. La traque était terminée. Immobile au milieu du sentier, Gaspard resta figé pendant ce qui lui parut une éternité, chaque muscle tendu dans l'attente d'un retour de la terreur. Le silence N était plus une menace, mais un vide immense laissé par le départ de la créature. Il osa enfin inspirer profondément, et l'air qui emplit ses poumons N était plus glacial, mais simplement frais, chargé des odeurs familières de la terre humide et des feuilles mortes. Le poids invisible qui avait pesé sur ses épaules S était évanoui. Il tourna lentement la tête, un mouvement saccadé et craintif, pour ne voir que les troncs sombres des arbres se découpant sur un ciel qui commençait à pâlir à l'est. Il était véritablement seul. Elle. Épuisement s'abattit sur lui avec la force d'un coup. Ses jambes tremblant si violemment, qu'il dut s'appuyer contre un tronc pour ne pas s'effondrer. Il avait survécu. Le chemin du retour fut celui d'un fantôme. Chaque pas était lourd, mécanique, son esprit vide de toute pensée autre que la certitude d'avoir frôlé un abîme insondable. Les premières lueurs de l'aube perçaient timidement à travers le dense feuillage, peignant la forêt de teintes grises et spectrales. Cette lumière n'apportait aucun réconfort, aucune chaleur. Elle ne faisait que révéler le monde qu'il avait toujours connu, mais qui lui semblait désormais étranger, voilé d'un secret terrible qu'il était le seul à porter. En arrivant à la lisière du village, les premières maisons endormies lui apparurent non comme un refuge, mais comme les témoins silencieux de sa folie et de son arrogance. Il éprouvait aucune joie, aucun triomphe, seulement le soulagement vide et amer d'un homme qui a payé un prix incalculable pour une leçon qu'il n'avait jamais voulu apprendre. Une fois barricadé dans sa maison, il ne trouva pas le repos. Assis dans la pénombre, il regarda sa main droite, le doigt mordu où une croûte sombre se formait déjà. C était une petite blessure, presque insignifiante, mais pour lui, C était une marque indélébile, la cicatrice physique d'une blessure bien plus profonde qui avait lacéré son âme. Il ne serait plus jamais l'homme qui avait défié la forêt avec sa hache et son rire méprisant. Cet homme était mort sur le sentier, dévoré par une peur primale. Celui qui était revenu était une coquille vide, habité par un respect craintif, et une sagesse acquise dans la douleur. Le souvenir du grondement sourd, du froid surnaturel et du souffle fétide sur sa nuque, resterait gravé en lui, un rappel constant que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Gaspard ne retourna jamais vers le chêne abattu. Le bois, autrefois promesse d'une fortune, gisait désormais dans la clairière maudite, pourrissant lentement, un monument silencieux à sa folie.
Il reprit son travail, mais son cœur n'y était plus. Chaque coup de hache était désormais précédé d'un murmure de respect, chaque arbre choisi avec une prudence qui frisait la superstition. Les autres bûcherons le trouvaient changé, son rire autrefois tonitruant remplacé par un silence pensif, son regard se perdant souvent vers les ombres profondes de la forêt. Il ne raconta jamais toute l'histoire, mais sa main droite, marquée de la cicatrice de sa propre morsure, parlait pour lui. Il était devenu un gardien à sa manière, non par force, mais par une peur sanctifiée qui lui avait enseigné la plus dure des leçons. Écoutez attentivement vous qui pensez que les légendes ne sont que des contes pour endormir les enfants. L'histoire de Gaspard n'est pas une fiction, c'est une carte. Une carte qui délimite les frontières entre le monde des hommes et celui des forces anciennes, qui sommeille sous l'égergne écorce et la pierre. Le chien aveugle n'est pas une bête que l'on peut chasser ou piéger. C'est une conséquence, une dette qui se présente lorsque la cupidité devient plus forte que le respect. Il est attiré non par le bruit de vos pas, mais par elle, écho de votre arrogance dans le silence de la forêt. Il ne chasse pas pour se nourrir de chair, mais pour dévorer l'orgueil qui empoisonne une âme. La forêt a une longue mémoire, et certaines blessures ne guérissent jamais. Elles deviennent des fantômes affamés. Si un jour, sur un sentier isolé, alors que le soleil se meurt, vous entendez ce piétinement qui ne correspond à aucune créature vivante, sachez que vous avez été jugé. Ne courez pas. Votre panique est pour lui une douce mélodie, et votre fuite ne fait que confirmer votre culpabilité. Ne cherchez pas une arme. Votre force n'est qu'une insulte à sa puissance primordiale. Ne criez pas. Personne ne vous entendra, car il vous a déjà isolé du monde. Votre seule chance de survie réside dans l'abandon de tout ce qui fait de vous un conquérant. Vous devez vous souvenir que vous êtes qu'un invité dans un royaume qui existait bien avant vous, et qui existera bien après. La leçon du chien aveugle est gravée dans la cicatrice de Gaspard. Pour survivre à sa chasse, il faut mourir symboliquement. Arrêtez-vous. Inversez vos vêtements pour lui montrer que vous êtes plus celui qui a commis la faute, que votre identité est brisée. Offrez votre propre sang, non comme un défi, mais comme un tribut, une reconnaissance de votre propre fragilité. Et parlez-lui, avec des mots de regret sincères, non pour le tromper, mais pour purifier votre propre cœur. Car le chien aveugle n'a nul besoin de voir vos yeux pour connaître la vérité. Il voit directement les ténèbres que vous portez en vous, et il ne cessera sa traque que lorsque cette obscurité aura été remplacée par la lumière tremblante de l'humilité. Ignorez cet avertissement, et votre propre histoire deviendra un conte murmuré à voix basse pour effrayer la prochaine génération.